En poursuivant notre remontée de Loire, on s'arrête à Blois. C'est d'ici que l'été dernier, 4 jeunes paysagistes tout juste diplômés ont commencé une expérience singulière sur le fleuve en se lançant à la dérive sur un radeau. Rencontre avec 3 de ces êtres loirs, Clémence, Jonas et Jean-Alfredo. Les êtres loirs, qu'est-ce que c'est ? Pouvez-vous me parler de ce collectif ? Du coup, on est un collectif de 4 anciens étudiants de l'école de paysage de Versailles. On a été diplômés en 2018 et après notre diplôme, on s'est dit qu'on avait envie de vivre une aventure d'immersion dans le paysage. Et on s'est dit que le meilleur milieu pour être immergé, c'était l'eau et le fleuve. Et du coup, on a tous réservé un mois en août 2019, entre mi-août et mi-septembre 2019, avec l'idée de descendre la Loire. Alors pourquoi la Loire ? Parce que c'est un des fleuves qui, pour nous à l'époque, alors on connaissait pas grand-chose là-dessus, hein. On savait que c'était un fleuve à l'imaginaire assez naturel, peu de barrages, donc pratique pour la navigation. Aussi un fleuve où il était possible de vivre des aventures, de dormir sur des bancs de sable ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est avec une forme de naïveté en fait qu'on a choisi le fleuve. Et puis un peu plus personnellement, j'avais un peu peur des fleuves comme le Rhône ou des fleuves qui sont peut-être un peu plus puissants et moins avec moins de paysages. Et vu qu'on est paysagiste aussi et diplômé, on avait envie de renouveler notre pratique de paysagiste. On se disait que pour les analyses de grands territoires qui sont des travaux de paysagistes, c'était dommage de le faire beaucoup devant l'ordinateur et qu'il y avait besoin de s'immerger longuement et longtemps au sein des milieux pour comprendre comment ils sont réellement, sensiblement. Et donc on n'est pas parti juste pour faire une aventure, on est parti sur un radeau atelier qu'on a appelé la glaneuse, un peu en lien avec Agnès Varda et l'idée de capter des petits éléments au fil de notre dérive. Mais également donc de quoi dessiner, de quoi filmer, de quoi enregistrer des sons, de quoi écrire pour essayer de capter ce qu'était l'être Loire en lui-même. Et puis du coup, au-delà de cette aventure, effectivement, on a eu envie après, avec tous les éléments qu'on a pu récolter, de continuer à réfléchir sur la Loire et de mettre en valeur toutes les productions qu'on a pu faire. En essayant de faire des expositions, en essayant de créer une forme un peu d'atlas de cet être Loire de différentes manières en fonction des opportunités qu'on pourrait avoir après. Ce projet, donc, si j'ai bien compris, vous l'avez découpé en plusieurs étapes. C'était 6 jours de descente, et puis le 7e, c'était pas du repos. Oui, on a établi un protocole pour la descente. On a regardé ce qu'était la Loire dans les livres, en faisant des recherches devant un ordinateur ou à la bibliothèque, et on a défini 4 entités différentes, 4 segments de la Loire, en se disant ok, on fait un segment, on s'arrête dans un village qui a une légende ou quelque chose de particulier, quelque chose de fort, un passé, et là on déploie notre production des 6 jours comme un prétexte, on déploie, c'est-à-dire qu'on fait une exposition au bord des berges comme un prétexte à faire venir les habitants des bords de Loire pour rencontrer ce que eux pensent de la Loire, qui font vraiment partie du paysage pour nous de la Loire. Et on peut décrire aussi ces 4 segments aussi. Les 4 étapes. Donc vous êtes parti de Blois. La première étape, c'était la Loire habitée, avec le passage à Tours, avec les troglodytes, les villes qui sont quand même orientées vers la Loire, qui regardent la Loire. Le deuxième, c'était les dragons. Donc les levées qui sont au bord de la Loire étaient plus larges, la Loire serpente et fabrique donc des bancs de sable et différents milieux, plus de jeux avec les choses. On appelait ça les dragons de la Loire. Ensuite il y avait les levées. Donc les levées, c'était plutôt identifier tous les ouvrages un peu de protection face à la Loire, face à la dangerosité de la Loire. Le premier nom qu'on lui avait donné à ce thème-là, c'était plutôt aller contre. Ça veut dire que y a un jeu de force en fait entre l'homme et la Loire qui s'est construit sur 1000 ans. Donc d'abord avec les Turcis, après avec les levées, et puis bon là on a fait, on s'est plongé dans ce thème-là de
de l'ouvrage de protection. Le 4e, c'est la Loire Horizon. Donc en fait, c'est l'arrivée vers l'océan et un peu la fin du voyage, la Loire qui s'ouvre vers l'océan, vers l'international, vers d'autres futurs. C'est aussi la Loire plus profonde, la Loire navigable, la Loire Des gros bateaux. qui change complètement avec des usages complètement différents, des fonctions complètement différentes. Aussi une Loire qui se maritimise avec l'influence des marées. Une Loire aussi de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Donc avec du coup des infrastructures qui sont... des échelles complètement différentes. Ouais. Complètement. Et en fait, c'est vrai que c'est les 4 thèmes qui nous paraissaient un petit peu fragmentés quoi, dans notre vision un peu au préalable. Et après le voyage, on a défini plutôt 3 grandes parties de voyage plutôt que 4, et où les choses se mélangent plus. Donc là, en ce moment, on essaye de faire des petits films, des petites expositions. Et c'est plutôt à travers ces 3 thèmes d'immersion qu'on travaille. Qui sont vraiment liés en fait à notre immersion progressive et notre vécu et nos émotions qu'on a ressenties sur le fleuve. Et du coup, c'est pour ça, c'est une autre grille de lecture, c'est une nouvelle façon en fait d'imaginer la Loire qui est née pendant et après notre voyage. Du coup, ces 3 thèmes, c'est la première partie, c'est un peu la Loire vue à travers le regard d'aventurier un peu naïf. Donc voilà, 4 jeunes qui décident de partir à l'aventure et qui se retrouvent un petit peu dans l'embarras, à se rendre compte que c'est plus compliqué que prévu, qu'il va y avoir des accidents. Dès la construction du radeau, c'était compliqué? Ouais. Non, là, la construction, ça va. Mais... on n'est pas mauvais en construction, donc on a réussi à faire notre plateforme qui flottait, mais. C'était pas. Mais bon. L'autre définition du radeau, la plateforme qui flotte. Non, mais il s'est cassé au bout de quelques kilomètres, en fait. Là. Au pont Jacques-Gabriel. On a commencé à la plage juste à la là-bas. levée des tuyères. Levée des tuyères, on a descendu ici et puis on a frotté les premiers cailloux qu'on a frottés avec notre radeau. Donc on était monté sur des flotteurs en fibre de verre, donc ultra fragiles. On les a cognés juste après le pont Jacques Gabriel, pardon, où il y a une relique de pont médiéval, donc du coup un pont qui nous a complètement... surtout que la Loire était à l'étiage, on était en année de sécheresse, donc en fait on n'était pas du tout outillés. Non mais c'est ça, on n'était pas prêt à établir un dialogue avec la Loire, on est parti naïf, on y va, c'est l'aventure. Sur la vidéo vous verrez, on est vraiment super excités. Bam, on éclate le bateau au premier, donc après bon... C'est cool, c'est calmé. Et en fait, du coup, cette première rencontre un peu de la naïveté d'un petit groupe d'humains face à un grand élément naturel se transforme au fur et à mesure dans une deuxième partie on a appelé ça un rapport plus relié, plus magique. C'est comme ça qu'on l'avait un peu défini. Donc comment est-ce qu'au fur et à mesure de la dérive, la rencontre se transforme un peu en duo, enfin pas en duo du coup parce qu'on est plus, mais en tout cas en véritable dialogue entre un groupe qui s'immerge et le fleuve qui accueille de plus en plus doucement, de plus en plus voilà dans une relation quoi entre monde humain et monde non humain. Donc c'est un peu notre deuxième partie de voyage quoi. Ouais, les mots qui ressortent quand on le décrit, c'est l'empathie et l'attachement qu'on a pu avoir avec quelque chose qui est non humain en fait. Et qui nous fait dériver toute la journée lentement, qui nous accueille. C'est vrai que en fait finalement c'est aussi c'est la magie de la dérive un petit peu. C'est la dérive, le fait de pas forcer la navigation, le fait de se laisser aller. La dérive c'est quoi? C'est 2 km/h grosso modo la vitesse? Max. Grand max. Mais c'est ça, je crois qu'il faut prendre conscience qu'on s'est mis sur notre plateforme et on a peu navigué au minimum. On s'est laissé porter par le fluide ambiant, donc on est à la merci de la Loire pour être plus proche d'elle, ce qui est notre objectif. Donc voilà, on se laisse filer, on est à 1,5 km/h, des fois 1, s'il y a le vent de face on recule.
les algues qui flottent à la surface de l'eau vont plus vite que nous, donc on a vraiment le temps qui est différent d'habitude. Le temps il est long et les journées passent vite quand même malgré tout. Comment on s'occupe sur un radeau à 4 Il y a plein de choses en fait. Il y a les tâches premièrement essentielles qui sont le matin, faut plier le camp, charger le radeau, organiser le radeau. Ensuite, il y a l'autre tâche essentielle, c'est toute la popote évidemment. Ça prend voilà. Puis il y a la lecture, le dessin, la lecture, le dessin, la pêche, la baignade, la photo, la vidéo, la discussion et aussi le silence. Voilà, on laissait aussi beaucoup de place au silence parce que on était à 4 sur un radeau. Allez, on peut le dire, il devait faire dans les 6 mètres carrés, 7 mètres carrés, un peu plus. Je sais pas, en tout cas, on était content aussi d'être dans le silence l'un vis-à-vis de l'autre pour qu'on puisse aussi se retrouver un peu individuellement dans la Loire, quoi. Puis il y avait aussi un petit peu de navigation, on était pas en dérive absolue non plus. Voilà, il y a des obstacles, et du coup les obstacles, on en a rencontré quelques-uns, et il y en a d'autres qu'on a évité aussi grâce à ces moments d'attention. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être la partie la plus importante du voyage, la partie de l'attachement à la Loire, quoi. Mais à la fin, on se retrouve quand même donc la dernière partie, c'est un peu cette arrivée vers Nantes, vers la Loire-Océan. Et on l'a appelé ça un peu la Loire-Horizon, les adieux à la Loire, parce que c'est le moment où finalement le radeau et notre façon d'habiter la Loire n'est plus adaptée en fait au milieu Loire, parce que il y a les marées, il y a les grands bateaux, il y a d'autres usages, une toute autre vie de la Loire, et ça fait qu'on doit lui dire au revoir parce qu'on peut plus l'habiter de cette manière-là. Et donc c'est un peu la rupture, l'adieu, quoi. Et cet au revoir, elle était difficile ? Non, parce que les derniers jours de navigation devenaient compliqués. Du coup, la dérive n'était plus possible. Du coup, c'était vraiment une autre manière de faire, quoi. Il y avait vraiment une tristesse un petit peu à faire le deuil de toute la première partie de la navigation et de se dire que maintenant il va y avoir des horaires à cause de la marée. Il va y avoir aussi des gros bateaux, on va pas être seul. Puis il y a aussi des miscanthus sur toutes les berges, donc, et avec l'effet de marée, donc quand la marée s'en va, il y a que de la vase en fait. Ouais. Il fallait pas qu'on repère les pontons, on pouvait s'accrocher en amont. Donc ok, aujourd'hui on a 15 km à faire, il faut vraiment qu'il y ait le vent du bon côté, sinon on se retrouve coincé dans la vase. Vous l'avez, pour la plupart d'entre vous, 3 sur 4, découverte, la Loire, puisque des 4, tu es la seule à vivre dans le Val-de-Loire. Dites-moi un petit peu ce que ça a pu changer de découvrir la Loire par rapport à ce que vous avez pu en connaître des livres de géographie. Et puis toi, Clément, ce que ça a pu changer aussi, parce que tu la connaissais vue de la ville, finalement. Ouais, ça c'est une super question pour Clément, je trouve aussi. Parce qu'elle a grandi avec la Loire, donc je pense s'il y en a bien une qui a dû totalement re-questionner son rapport... C'est Clémence. C'est sûr. Ouais, vraiment, c'est ouf. C'est vrai que moi je connaissais vraiment la Loire, Blois, Tours, Orléans, pas trop après. C'est vrai que je m'étais jamais posé de questions sur la Loire, quoi. Elle était là et elle faisait partie du quotidien et de la vie de tous les jours. Parce que moi, du coup, j'ai grandi à Blois, un peu dans le quartier de la Basilique, donc sur le coteau. Et donc, les balades du week-end ou du soir, c'était, on descendait à la Loire, on descendait faire une balade à la Loire. Sur les bords de Loire, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que là, être au cœur de la Loire et en immersion dans son fluide, elle devient vraiment un personnage avec qui on dialogue, alors qu'avant, c'est vrai que quand on vit au quotidien avec quelque chose, peut-être que on se pose moins la question. Plutôt une composante géographique, paysagère, une habitude, quoi. Et là tu l'as découverte, quoi. Ça m'a aussi fait prendre conscience de certains trucs où je me dis que avoir passé l'enfance au bord de la Loire,
même si consciemment je me posais pas spécialement de questions, peut-être que inconsciemment c'est ça qui m'a aussi donné envie de faire des études de paysage, de me questionner sur des rapports entre l'humain et son environnement. Enfin, maintenant que je l'ai habité de cette manière-là, je me dis que peut-être que j'avais quelque chose en moi avant que j'avais pas décelé. Moi, c'est ce qui m'a réellement surpris sur la Loire, c'est son point de vue beaucoup écologique, parce que moi j'ai grandi un peu au bord de mer en Bretagne, et le fait de voir des mouettes comme on voit aujourd'hui là, qui volent, on doit les entendre même un petit peu. Bah ça c'est vraiment des choses où je pensais pas qu'on pouvait voir la Loire aussi comme un canal comme ça, enfin un canal dans le sens où la vie se canalise pour mieux progresser, et ça j'avais plus d'une fois eu l'impression que la mer était proche, mais elle était des fois à 200 km encore, quoi, quand je pensais ça. Il y a un vrai marnage, quoi. La Loire, elle monte et descend. Ça veut dire qu'il y a des grèves, ça veut dire qu'il y a des coquillages d'eau douce et tout ça. Et moi, j'ai vraiment retrouvé, en fait, ce côté littoral qui m'a intéressé presque dès le début. Quand je suis monté ici, je voyais la fin, presque. Parce que j'avais envie de voir l'immensité de l'estuaire de la Loire. C'était quelque chose qui était très très important pour moi, et donc le fait que j'ai senti un peu cet océan en fait dès le début, moi ça m'a vraiment beaucoup surpris. Moi je crois que j'ai une espèce de naïveté, je me projette pas dans les choses, ou je me force pas à avoir un imaginaire sur les choses, ce qui me permet d'être tout le temps surpris, et c'est bien. Et la dérive était complémentaire avec ça, parce qu'elle permet de se laisser surprendre en fait. On est là, on attend, et puis les choses se passent alors que nous on est immobile sur une plateforme. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant votre voyage chacun ? Ce qui m'a beaucoup marqué, encore une fois, ce dont on parle un peu tout le temps, vraiment la dérive et le temps long, quoi, que clairement on vit jamais au quotidien, quoi. Enfin, et ça c'est vraiment le gros truc qui ressort. J'ai aussi beaucoup aimé camper sur les îles de Loire, et ça doit être une aventure que beaucoup de kayakistes ont déjà vécue, mais en tout cas je trouve que c'est très très... La Loire l'été, les grandes îles, avoir le lever de soleil, le coucher de soleil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Une autre vision de la Loire aussi qui m'a marquée, c'est que... on dit toujours la Loire, le fleuve sauvage d'Europe, et aussi la Loire des châteaux, c'est un peu les deux images qu'on a de la Loire de manière commune. Et en fait, apprendre au fur et à mesure qu'en fait la Loire, c'est peut-être un des fleuves les moins sauvages de France, puisqu'il a été un de ceux qui a été le plus tôt habité par les humains. Je pense que ce qui m'a marqué pendant le voyage, c'est aussi des découvertes et des nouveaux types de représentations sur la Loire qui se sont mis en place, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué, qui je pense nous dans notre pratique de paysagiste, et puis dans notre vision du monde, des paysages, des représentations, ça va changer beaucoup de choses, ce voyage. Ouais, on va essayer individuellement de s'inspirer de ce qui s'est passé ici sur la Loire, hein. Vraiment, on va essayer dans nos pratiques respectives de s'appuyer sur toute cette expérience du temps long, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qu'on n'a pas plus du tout l'habitude d'avoir, parce qu'on est connecté, parce qu'il y a toujours des dates de rendu. Là, il y avait vraiment un mois. Et puis quand on a coulé le radeau la première fois, on s'est dit, bon, on a un mois, qu'est-ce qu'on fait pendant un mois ? C'était le premier soir. On était là autour du feu, sous le pont, là, à Blois. Et du coup, on n'a pu que continuer. C'était important qu'on coule dès le début, parce que tout de suite, on s'est mis en mode... ok, on a lâché prise, quoi. On s'est mis comme ça. Et ça, ce lâcher prise, c'est quelque chose qui est vraiment... qui marque, quoi, vraiment. C'est le sentiment d'aventure. J'ai réussi à me sentir comme quand, on a 20 ans, je sais pas si c'est pour la plupart des gens, mais on a envie de partir dans un pays exotique, loin en Asie, avec son sac à dos, et puis barouder, comme ça, au jour le jour, sans savoir ce qui va se passer. Et dans cet état, dans ce principe de voyage, il y a un état d'esprit qui se met en place. J'étais parti avec Clémence il y a 3 ans au Pérou, vivre 2 mois dans la jungle. Donc,
dans un pays, dans un village quechua, voilà, très reculé, et j'ai réussi à avoir la même sensation d'aventure là sur la Loire, un fleuve hyper connu où tout le monde, enfin beaucoup de gens passent à vélo à côté ou en voiture à côté, et là j'ai réussi à avoir cette bascule en France, voilà, sans avoir besoin d'être ailleurs, loin. Je vous propose de faire une petite pause sonore. J'ai dans ma machine quelques sons que m'a confié Boris Jolivet, audio-naturaliste. Et je vais voir si vous avez pu aiguiser un peu vos oreilles durant votre long voyage. On va voir si vous reconnaissez certaines choses. Ouais, c'est les cygnes qui s'envolent. Incroyable. Et ouais, ça me rappelle les vols de cygnes, ils sont à l'horizontale, ils sont... On sent le poids du truc, c'est ouf. Ils s'élèvent pas, il y en avait 3 qui volaient comme ça. Et il y avait une petite levée, une petite digue, et il va passer. Et en fait, il est pas passé, quoi. Il s'est arrêté avant. Oh. Je vous en propose Là, c'est les événements, quoi. Ouais. Bon, il est pas simple celui-ci. Voilà, je pense que ça vole. C'est un oiseau. Un petit gravelot. Ah. Et je vous en propose un dernier. Ah, le ragondin. Oh, castor. Oh. C'est rien. Un héron, je sais pas. Eh ben oui, on Ah, était ouais. carrément sur une héronnière, donc il y en a beaucoup. Ah. Et voilà. On les voyait des fois perchés dans les arbres, les hérons garde-bœuf, donc qui sont souvent avec des animaux plutôt vers l'aval, dans le bassin, dans l'Anjou beaucoup. Puis on les voyait des fois perchés dans les arbres. C'était assez impressionnant. Ça faisait tout de suite un aspect tropical, quoi. On avait l'impression d'être en Guyane, quoi, des trucs comme ça. Enfin, voilà l'aventure au pas de la porte, quoi, typiquement. Faut avoir l'œil, hein, parce que ça, moi, il y a 10 ans ou il y a même 5 ans, j'aurais pas eu l'œil pour ça. Pour ressentir ces émotions et faire ces parallèles dans notre jardin ici, qui est la Loire, quoi. Ça vous a transformé ? Enfin, je pense qu'on a été transformé déjà peut-être un peu par nos études, par les études de paysage quand même. Et je pense que ça a été quelque chose qui a un peu abouti ça, quoi. Enfin, abouti cette transformation. Ces nouveaux regards qu'on a pu avoir sur ce qui nous entoure, sur les différents mondes qui nous entourent, et de le concrétiser par un voyage à la fin des études. Je pense que ça a achevé une forme de transformation, enfin qui sera sans doute en cours toute la vie, mais une première étape de transformation. Ouais. On sort pas indemne de ça, quoi, forcément, ouais. On sait pas de quoi demain sera fait, peut-être que on l'oubliera, je sais pas, parce que les voyages ça s'accumule des fois, et puis bon, ça reste que des émotions vagues. Après on pourra toujours réouvrir nos carnets et puis se plonger dedans et retrouver des schémas de pensée qu'on a eu sur la Loire, et ça je le souhaite. Mais moi je pense que qu'il y a d'autres choses grandes qui arrivent, quoi, aussi, et que du coup la Loire restera un super bon souvenir, et la capacité pour moi en tant que professionnel de faire les choses un peu différemment, voilà, tel qu'on nous l'a appris à l'école beaucoup. Ça a au moins transformé votre pratique professionnelle. Ouais, clairement. Avec le recul, j'ai l'impression qu'on a fait une tentative de description ou de captation d'un paysage, mais de manière animiste, pas comme on a l'habitude de la faire de manière occidentale. Que la Loire, c'est plus un objet, mais c'est un sujet. Donc on est 2 sujets avec une relation, et nous on retranscrit l'histoire de cette relation. Durant un voyage comme le vôtre, on lit le paysage présent et passé, forcément. Est-ce qu'on imagine aussi le paysage futur ? On voit des choses qui se passent, et on peut tracer un trait et continuer un peu les pointillés. Voilà. On voit les boîtes à chaussures aux entrées de ville, on voit l'omniprésence de la bagnole,
On voit, et moi je me dis que c'est toujours le pays de la bagnole, quoi. Et je me dis que dans le futur, ça le sera encore un moment. Après, c'est assez tranché, hein, ça c'est sûr. Mais moi, je vois des projets tourner autour de l'homme auto, quoi, un petit peu dans le Val-de-Loire. Et puis toujours une patrimonialisation de ce qu'on peut patrimonialiser. Et puis le reste en voiture et en lotissement, quoi. Voilà. Mais c'est mon avis. Il m'est venu quelque chose. Non, on lisait sur le radeau. J'ai beaucoup, et je pense qu'on l'a tous un peu lu, où on se lisait des extraits de Bachelard, L'eau et les rêves. Lui, il dit plein de choses super intéressantes. Il dit un fleuve, il court vers sa perte, il va vers sa mort. Du coup, nous, on était sur le radeau. Mince, on suit une entité qui file vers sa mort, vers l'océan, en fait, vers sa disparition. Et en arrivant à Nantes, donc c'est la plus grosse ville qu'on ait traversée, hop, il n'y a que des tours très hautes, avec plein de fenêtres comme des yeux qui sont rivés tous vers cette Loire qui est en train de mourir. Et quand on regarde la Loire concrètement, ce qu'elle est, c'est que des tas de vases sur les bords. C'est dégoûtant, hein. C'est vraiment des gros tas de limons tout noirs. L'eau, on met la main dedans, on voit plus sa main, en fait. Et on nous explique après, parce qu'on se gare sur un port, un des rares ports, on voit un pêcheur, un des 11 pêcheurs professionnels de la Loire, qui nous dit bah non, mais il n'y a plus de poissons, on peut plus vivre, je suis obligé d'avoir un deuxième boulot. Et personne comprend, ou je sais pas, peut-être les gens comprennent, mais en tout cas nous on n'a pas compris les mécanismes qui font que la Loire transparente, vivante, pleine d'entités non humaines, en poissons, végétaux, n'est plus là, en fait. Est-ce que c'est les dragages, est-ce que c'est pas les dragages? Donc dans le futur, je crois que on pourrait juste remettre en place des pratiques humaines pour rendre l'entité Loire plus vivante, simplement, juste promouvoir les non-humains, leur laisser de la place. Mais tout en sachant que notre pratique d'humain culturel, elle est en lien avec ce qu'on va plutôt appeler naturel, les poissons, en fait. Les deux sont extrêmement liés. On pourrait comme ça parler des heures et des heures et des heures, mais il faut bien que l'émission se termine à un moment donné. Et il y a un passage obligatoire dans cette émission. Et ce que je demande à chaque invité, en fait, c'est de me décrire la Loire en 3 mots. Alors je me lance, j'en propose un. C'est une forme de cœur. Cœur dans le sens centralité de l'attention, centralité de l'émotion, centralité de tout ça. Parce que la Loire a une place à jouer en France, en tant que vecteur d'idées, de flux, qu'ils soient marchands ou pas. Et ça, franchement, je pense que à l'avenir, la Loire, j'aimerais bien qu'elle prenne plus de place, vraiment beaucoup plus de place, quoi, et qu'elle soit un peu au centre comme elle l'a été à l'époque de Louis XIV, par exemple. C'était vraiment une autoroute, quoi. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et voilà, pour moi, c'est un cœur. C'est dur comme question, toujours, ça, de résumer en un mot. Mais voilà, si on devait en donner une, c'était la douceur qui nous a beaucoup marqué sur la Loire. À un moment, je pense, quand on était dedans, dans cette phase de magie, on trouvait tout super bien. C'était doux. Moi, je dirais la couleur. En ayant vécu au bord de la Loire, il y a des couleurs de ciel, des couleurs de l'eau qui changent tout le temps, qui rythment un peu le quotidien par le mouvement, le changement. Et aussi, je pense que je dis ça parce qu'on essaye de faire un peu des cartes de la Loire en ce moment, en couleurs. Et ce qui est intéressant quand on voit des photos aériennes de la Loire, c'est vraiment les couleurs des bancs de sable, les couleurs de l'eau qui tranchent sur le fond urbanisé, sur le fond cultivé des abords. Et du coup, je sais pas, les couleurs de la Loire sortent à la fois dans le paysage réel, à la fois dans les représentations cartographiques, dans les photographies, dans les peintures. Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec les couleurs de Loire. Couleur, douceur, cœur.
Ouais. 3 mots du collectif, du coup. Ouais. Qu'est-ce que dire ça. Louis aurait Ça pu bien. dire Il On aurait va- dit douceur. Ouais. Bon, bah, c'est sur ce mot qu'on va se quitter. Ouais. Bah, merci à tous. Merci à toi.